Dans le cadre d'un automne abulé et à l'invitation du syndicat national de l'édition, nous venons d'assister à une table ronde avec pour titre La force du dessin dans la narration avec Elvire Decoq, coloriste. Bonjour. Avec Mayana Itoys qui est autrice de BD. Oui, bonjour. Nous avons également Nicolas Forçant, éditeur. C'est cela. Chez Bonjour. Glénat. Et Frédéric Lavabre, directeur des éditions Sarbacane. Bonjour. Ça va, j'ai écorché personne, tout va bien. Le titre de cette table ronde, La force du dessin dans la narration, j'ai senti que ça avait été un sujet déjà au sein de cette table ronde, puisque vous êtes beaucoup à vous être questionné sur quel angle prendre justement sur la place du dessin, de la narration, du scénario. On sent que sur cette table ronde, il y avait une tendance à vouloir mettre le dessin en avant. Est-ce que le dessin, qu'est-ce qui est le plus important, le dessin, la narration, le scénario? Et on sent que c'est quelque chose qui vous a titillé. Ben oui, je pense qu'on s'est tous posé la question de comment aborder cette thématique, sachant qu'on parle de bande dessinée et que c'est difficile d'isoler le dessin du reste des aspects de la bande dessinée, le scénario, l'objet livre, toutes les étapes de la création de la bande dessinée. Donc chacun à notre façon, je pense qu'on s'est posé la question de comment on pouvait intervenir sur cette thématique. Alors moi, en tant que dessinatrice, je me sentais plutôt concernée par la pratique du dessin, enfin comment parler de ma pratique du dessin et du fait que justement en tant que dessinateur on essaye de trouver une force dans notre dessin et de conserver une force dans notre tracé, dans le dessin lui-même, quoi. Frédéric, je crois que c'est vous qui avez fait cette allégorie de la famille, des enfants, de l'indissociabilité. Oui, parce que c'est parce que c'est comme je prenais l'exemple du cinéma, quoi. On peut pas dire le cinéma c'est juste l'art de l'image animée. Et puis il y a le jeu des acteurs, il y a les décors, il y a les voix, il y a la musique, il y a une histoire surtout. Et finalement les plus grands films qui nous ont marqué, c'est probablement ceux où on s'est attaché à l'histoire plus qu'à la façon dont c'était filmé. Même si Bergman filme différemment de Woody Allen, qui filme différemment de Scorsese ou je sais pas quoi. En réalité, alors Scorsese, c'est vrai qu'il y a peut-être un art filmé plus grand que celui de Woody Allen, quoique c'est autre chose, quoi. C'est une autre façon de filmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qui marque l'art du récit, c'est l'histoire avant toute chose. Alors évidemment, le dessin, c'est la partie immergée de l'iceberg que l'on voit en librairie, que l'on tient dans les mains, que l'on aime, et dans lequel on a ce plaisir à retrouver souvent des dessinateurs que l'on aime, mais pas trop souvent, sinon après ça devient une répétition folle. Mais c'est vrai que si on sort un exemple le plus nigo, quoi, c'est Astérix. Uderzo sans Goscinny et Goscinny sans Uderzo, c'est qui de la poule et de l'œuf, quoi. C'est vraiment les deux, au minimum. Donc c'est vrai que c'est la rencontre de deux grands talents, de deux grands ingrédients scénaristiques et dessinateurs qui ont pondu cette œuvre, quoi. Donc voilà, je crois que s'attacher qu'au dessin, évidemment que c'est important puisque c'est un art dessiné, mais la bande dessinée c'est un tout, c'est un ensemble et vouloir en sortir un plus que l'autre, c'est un peu simple peut-être. Alors, moi, ça me pose une question. J'ai pas d'exemple en tête. Vous allez peut-être m'en citer, mais est-ce que un scénario peut se retrouver complètement gâché par son dessin, et à l'inverse, est-ce que un scénario bof peut se retrouver totalement sublimé par un dessin? Alors, j'ai pas la réponse, ou j'ai pas un exemple concret à vous donner, mais par contre, ça me fait penser que c'est quelque chose effectivement qu'on peut dire de la bande dessinée qui est très spécifique à cet art. C'est justement qu'il y a quand même un rapport de force. Et tu parlais effectivement de deux grands génies, Uderzo, Goscinny, qui fait quoi, qui a le plus d'importance, finalement on s'en fout un peu, mais en réalité pas tant que ça, parce que nous qui sommes dans les coulisses, quelque part t'as beau avoir le meilleur scénario à la lecture possible, si au dessin la personne en charge a décidé de raconter un peu différemment, ou en tout cas d'interpréter les choses comme il l'entend, parce que de toute façon celui qui a le final cut c'est le dessinateur-trice, en réalité tu peux pas beaucoup l'empêcher. C'est-à-dire que dans ce langage-là, celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a le crayon, en tout cas qui dessine, et qui donne en tout cas l'impulsion finale à tout ça. Donc ça produit des œuvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont réalisées par des auteurs-trices seuls. Il y en a aussi qui sont réalisées à plusieurs mains, scénario, dessin.
Il n'y a pas de bonne formule, il n'y a pas de mauvaise formule. Il y a à la fin des œuvres qui parlent, qui touchent, qui fonctionnent. Mais ce qui est certain quand même, c'est vraiment de rappeler que le dessin, c'est en plus de ce qu'on voit en premier, c'est vraiment ça qui fait que quelque part, on va avoir l'œuvre au plus proche de ce qu'elle sera. En fait, voilà. Malgré tout ce qu'on peut penser évidemment de l'utilité de toutes les étapes, de tous les ingrédients, le dessin reste quand même en bout de course. Là où tu as raison, c'est que d'ailleurs quand on va sur les salons, les gens viennent chercher du dessin et pas la dédicace de l'auteur, quoi. En revanche, sur le rapport de force, en tout cas sur le rapport de force sur les contrats, il y a le pourcentage égal entre le dessinateur et mais l'auteur. dans l'histoire de l'édition, ça n'a pas toujours été le cas. Mais maintenant c'est comme ça. Maintenant c'est comme ça, et attention, ne me faites pas dire ce que je ne voulais pas dire, c'est-à-dire que moi par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, ça fait déjà longtemps qu'on aurait donné un grand prix à Angoulême à un scénariste. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste que c'est la réalité. Il y a le prix maintenant, il y a un prix du scénario maintenant, Angoulême, mais c'est pas un fauve. Oui. Il y a une citation que moi j'ai relevée dans cette table ronde. On peut dire énormément de choses avec très peu de dessins. On a pu voir un petit peu cette tendance peut-être à un dessin plus minimaliste. Moi j'ai trouvé ça intéressant, j'avais pas fait ce rapprochement entre l'identification et le minimalisme du dessin. En tout cas, moi je considère que plus le dessin est minimaliste, plus il est universel. Après, ça ne veut pas dire que vous allez en faire quelque chose si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à raconter, si vous n'avez rien à transmettre, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, pour le langage bande dessinée, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, je suis un peu passé. J'ai pas été en tant que lecteur. J'ai pas participé à l'émergence de toute la veine associative dans les années 90, début 2000. Mais ça fonctionnait sur ça, c'est-à-dire avec un dessin beaucoup plus minimaliste qu'avant. On aborde des sujets qu'on n'avait pas forcément abordé en bande dessinée, et on arrive à dire des choses et on le dit bien. Donc ça a bien prouvé que avec un dessin minimaliste, on pouvait toucher les gens de la même manière qu'avec n'importe quel dessin, même si personnellement, je considère que la vraie invention, peut-être l'apport, en tout cas de la bande dessinée franco-belge à la bande dessinée mondiale, ça reste pour moi la ligne claire, parce que c'est vraiment ça qui a traduit quelque chose, on va dire Tintin et d'autres. C'est vraiment pour moi le langage BD qui permet de tout raconter en réalité. C'est l'art de l'épure, quoi. C'est l'art de l'épure, et c'est un style dans lequel moi je me projette très facilement, et j'adore ça. Mais après, c'est mon goût personnel. Parce qu'il y a une proximité avec l'enfance aussi. Peut-être. On va parler un petit peu plus technique maintenant. Elvia, vous êtes coloriste. Alors, on a découvert plein de corps de métier. Moi, j'avoue que je suis un peu novice sur le sujet. Et du coup, j'ai découvert qu'effectivement, une bande dessinée pouvait se faire à plusieurs mains avec des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs, des coloristes. Et effectivement, ce rôle de coloriste prend tout son sens. Moi, j'ai été assez impressionné effectivement de cet exercice où en fait de cet éditeur qui vous avait demandé à plusieurs coloristes de faire des propositions de mise en couleur de planches, et donc on a pu voir des propositions qui étaient complètement qui étaient très très variées d'un ou d'une coloriste à l'autre. Comment on s'approprie comme ça une histoire qui est déjà écrite, qui est déjà dessinée en tant que coloriste pour justement rapporter en fait la touche de couleur? C'est quoi votre process? Ça m'intrigue. Alors à chaque équipe son process. Donc il y a des albums des équipes avec qui je travaille où j'ai énormément de liberté. Oui, j'allais parler en fait. C'est vrai que j'ai pas fini ma question, mais j'allais parler un peu de la question de ces injonctions. Est-ce que en fait quand vous vous retrouvez un petit peu, je dirais pas en bout de chaîne parce qu'il y a encore d'autres étapes après, mais quand vous vous retrouvez à avoir à coloriser une bande dessinée, est-ce que vous avez des directives très précises en mode on veut que ce soit ces tons-là, on veut que ce soit comme ça, ou est-ce que justement vous avez une grande liberté à vous approprier le scénario et le dessin? Alors moi j'ai de la chance déjà à la base, parce que ces dernières années on vient me chercher pour ce que je fais. Enfin, je veux dire, apparemment, j'ai quand même un peu un style en couleur, et on dit, voilà, j'ai vu ton travail sur l'album, j'aime beaucoup, je veux la même chose. Donc, on me demande pas forcément de faire quelque chose de spécifique.
sauf de temps en temps où on s'inscrit dans une série, si on reprend des couleurs et tout. Mais globalement, après, le degré de carte blanche, il varie un petit peu. Par exemple, sur le frère Rubinstein, le rapport que j'ai avec l'équipe, mais j'étais assez tôt sur le projet aussi, c'est qu'en gros, on m'a dit, tu fais je fais littéralement ce que je veux. Étienne me fait une remarque sur une page tous les 2 albums, c'est royal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est je leur envoie les planches, ils sont contents, ils sont ravis, donc c'est cool. Anne-Laure, elle faisait sur les Ladies with Gun. Anne-Laure, ça c'est un petit cas qui est intéressant parce qu'Anne-Laure faisait ses couleurs avant. Et en fait, quand elle s'est retrouvée sur le Ladies, c'était 62 pages. Pour une sortie tous les ans, c'était pas possible. Techniquement, le temps... Donc, elle a fait « Ok, d'accord, je vais prendre une coloriste », mais elle était très, très, très inquiète. Et donc, on a eu tout un travail de main dans la main où, moi, je lui faisais des propositions, elle me renvoie des planches. Alors, les intentions, elle me donne des intentions colorées, mais c'est des intentions colorées qui sont dans la sensation. C'est pas... Oui, éventuellement, il y a des trucs précis comme tel personnage est roux et celui-là, je veux qu'il soit habillé en rouge, mais globalement on me dit c'est une séquence triste et c'est à moi de retranscrire cette sensation de triste, de qui va faire peur, enfin voilà, c'est de moi de trouver le bon tempo pour accompagner ces intentions-là. Et puis après, il y a des corrections, on retravaille. Elle me dit, tel avant-plan peut-être un peu plus sombre, la désature un petit peu. Alors il y a des pages que j'envoie, c'est nickel, mais bon, on patouille un peu. Voilà, j'ai un niveau de correction. Il y a le cas de Sylvain Vallée pour le Habemus Bastard, qui lui m'a carrément envoyé des pages où il avait posé les valeurs de gris, des intentions lumineuses. Mais lui, en fait, il a un dessin qui est entre le réalisme et la caricature, très ligne claire, justement, qui est un dessin très spécifique. Et moi, quand j'ai reçu les personnages avec les valeurs de gris posées, j'étais là, mais moi, je suis capable de faire les volumes sur les personnages, j'ai du métier, quoi. Et puis, en fait, non, c'était ça qui marchait. J'ai essayé de sortir un petit peu, de lui proposer, parce qu'il me disait, c'est juste des suggestions, quoi. Et en fait, c'est ça qui marchait. Donc, j'ai repris, mais par contre, tout ce qui était colorimétrie, tout ce qui était ambiance, ça c'est en général, c'est moi qui décide. Complètement. Et par rapport à ça, justement, excuse-moi, mais ça m'a intéressé de voir les différents coloristes qui avaient fait l'essai, parce que moi, il y avait vraiment des choses que j'aimais beaucoup plus que d'autres, quoi. Parce qu'on est tous sensibles, c'est pareil pour le dessin, pour les histoires, on est tous sensibles à des ambiances plus qu'à d'autres. Et c'était marrant, parce qu'il y avait vraiment des choses très, très variées. Il y a des choses qui m'ont moyennement plu, des choses pas du tout, et des choses qui m'ont vraiment plu. Donc c'était marrant, parce que, alors que je connaissais pas le contexte de l'image, et puis j'ai pas eu le temps de bien la regarder, tu vois, mais en tout cas, comme ça, il y a des choses qui m'ont beaucoup plus parlé que d'autres, et de façon très, très immédiate, en fait. Donc c'est quand même aussi, l'art visuel, évidemment, c'est quelque chose d'immédiat, quoi. Et après, on peut l'analyser, mais c'est vraiment sur l'émotion, quoi. Maya Night Toys, dernière question. Vous êtes autrice et dessinatrice. Du coup, c'est un process global. Quel est justement un petit peu ce processus de création? Est-ce que ça vous arrive d'abord de partir plutôt de la phase dessin que de la phase scénario, ou est-ce que l'écriture précède toujours le dessin? Alors l'écriture précède toujours le dessin. J'ai pas un process, je peux pas vous dire, parce que je travaille aussi avec des scénaristes. Quand je travaille toute seule, c'est des projets, je mets vraiment beaucoup de temps à les faire. Enfin, je mets un temps fou, en fait. J'ai pas trop confiance en mon... Enfin, je trouve que c'est plus difficile quand je suis toute seule que quand je suis avec un scénariste sur qui je peux m'appuyer, ou une scénariste sur qui je peux m'appuyer. Voilà, après le process, c'est ce qu'on a dit pendant la conférence, c'est-à-dire que c'est tous ces ingrédients-là, c'est-à-dire une bonne histoire, si possible, avec des bons dialogues, une ambiance, enfin quelque chose à dire, aussi un propos. Ensuite, le dessin, les recherches graphiques, enfin tout ça pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas de hiérarchie. Non, il n'y a pas de hiérarchie, et puis tout est difficile. Je dirais. Je pense que c'est étonnant parce à la fois c'est du plaisir et à la fois c'est comme si chaque étape a été difficile.
Dans le mais plaisir. essentiel. Ouais. Mais Eh c'est ben, ça, je pense que essentiel. c'est la bonne conclusion pour ce débrief de cette table ronde, la force du dessin dans la narration. Mariana Itoys, merci beaucoup. Elvire Decoq, merci beaucoup. Merci. Frédéric Lafavre et Nicolas Forçant, merci beaucoup. Merci. À vous.